Hello les amis, nous sommes le vendredi 4 septembre 2020, émission enregistrée un peu tard ce soir car dure semaine, dure journée, c'est ainsi, tous les jours et toutes les semaines ne se ressemblent pas au niveau du travail et en fait je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ce soir en rentrant en voiture et l'actualité est tellement riche, tellement vaste que je pourrais quasiment vous faire une émission de 5 heures tous les soirs. Ce qui est assez hallucinant. On va commencer quand même avec un petit échange sur un plateau télé. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné. Par Didier Raoult. Il y a cru, la croyance, c'est quelque chose. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela. Il s'est dit, quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon, on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui, il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça, l'hydroxychloroquine. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. Il me semble que c'est un peu exagéré le charlatanisme parce que on pourrait l'appliquer à tous les médecins qui sont venus et qui nous ont raconté des énormes salades, y compris 500 000 morts. Et ça a été, je vais pas rappeler ça, mais ça a été une chose hallucinante. Alors si on doit traiter tout le monde de charlatans, nous sommes à la recherche des responsables et c'est là-dedans qu'il ne faut pas aller de mon point de vue. Je ne peux pas entendre ça. C'est un truc impossible. Je suis venu ici sur ce plateau pour essayer de discuter avec vous avec des éléments clés. Si on commence des éléments scientifiques, si on commence à parler de charlatans... À se traiter de charlatan. Ah non, mais je suis désolé, quand vous avez des preuves qui montrent qu'un traitement n'est pas efficace et que vous dites aux gens s'il est efficace, les études sont fausses, elles sont corrompues, sortez dans la rue en prenant mon traitement, vous risquez rien parce que ça vous protège. Alors vous savez que c'est pas vrai, comment vous qualifiez ça, vous? Eh bien moi, quand vous me dites qu'il y a 500 000 morts avec un modèle à 3 équations différentielles et qu'on décide de mettre la population intégralement pendant 2 mois enfermée, j'ai envie de dire aussi c'est du charlatanisme, non? Mais moi, j'ai pas la preuve du contraire que si on n'avait pas confiné, il n'y avait pas eu 300 000 morts. Ah, donc, prouvez-moi le contraire et j'arrêterai de le dire. Eh bien, moi, prouvez-moi que ça a fonctionné et je vous dirai le truc, mais c'est très simple. Écoutez, je vous sors une toute petite courbe. Heureusement, la Suède n'a pas fait le confinement. Et regardez, ici en vert, c'est la Suède et ici en rouge, c'est la France. Vous voyez une différence, vous? La Suède a réduit de 70% ses rapports sociaux. Vous avez peut-être lu ça aussi. Peu importe, elle n'a pas mis son économie à genoux. Il n'y a pas le port du masque obligatoire. Donc sur les plateaux télé, on continue à inviter des gens comme ce Martin Blachier, épidémiologiste, jeune, très jeune, qui disait qu'il y aurait 200 000 morts s'il y avait un déconfinement sans masque, ni test, ni respect des gestes barrières. Et qu'il y aurait 85 000 morts avec un déconfinement avec masque et gestes barrières. Bref. Et on l'invite. Et ce jeune garçon traite le professeur Raoult, mais alors sans aucune honte, de charlatan, de gourou, que si Estrosi s'est soigné, c'est qu'il avait une croyance, que c'était un hasard, et que lui, ce mec-là, dit il faut se fier à la science. Et il dit l'hydroxychloroquine ne marche pas, sinon on l'aurait vu dans les études. Comment on peut encore inviter ce genre de personnage menteur? Alors justement, aujourd'hui, j'en discutais avec un ami, Christophe. Salut Christophe. Et on se demandait pourquoi? Et en fait, il a trouvé la réponse, Christophe. C'est que, à force de faire des fausses études, comme le Lancet sur l'hydroxychloroquine, comme la dernière, la soi-disant méta-étude, qui a été démontée façon puzzle, même pas en quelques heures. En fait, tous les médias, aux ordres, reprennent ces études en masse. Et le français lambda, collé devant son poste de télé, dit « Oh là, voilà, il y a des études, l'hydroxychloroquine, ça marche pas. Raoult, c'est un charlatan. Raoult, c'est un gourou. C'est une croyance. Bientôt, ça va être une secte. Hein. Et hélas, quand il y a des études qui sont faites
et qui prouve que l'hydroxychloroquine marche, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et donc, ils gagnent comme ça. Ils gagnent comme ça. Donc, c'est à nous de démontrer que ce sont eux, ce sont de vrais charlatans. Et il faudrait quand même que les journalistes arrêtent d'inviter ce genre de personnages, parce que comme je vous l'ai dit hier dans mon émission, à un moment, ces journalistes, ces chaînes de télé, ces médias auront des comptes à rendre aux Français. Auront des comptes à rendre aux Français. Vous avez un site que je vous mets dans les liens qui dénombre les pays où en vert, vous voyez, en vert foncé, on va dire, oui, puisqu'il y a le vert clair aussi, où l'hydroxychloroquine est utilisée. Alors, en rouge, c'est limited use, c'est-à-dire utilisation limitée. En vert, c'est widely used, c'est-à-dire largement utilisé. Unclear, en gris, c'est pas très clair. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ces pays, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. En vert plus clair, ils auraient pu choisir quand même d'autres couleurs. Hein. C'est mixed use, usage mixte. Et en vert, là où c'est marqué HUQ-like prophylaxis, c'est utilisé en prophylaxie. Enfin, on voit quand même que les populations des pays qui utilisent largement l'hydroxychloroquine représentent 4,3 milliards d'êtres humains sur Terre. Que ceux qui l'utilisent de façon limitée représentent 1,2 milliard, que 1 milliard, on ne sait pas trop. Celles qui l'utilisent de façon mixte, c'est 914 millions. Et en prophylaxie, 226 millions. Et ce jeune homme, Martin Blachier, vient nous dire que il n'y a pas, il faut se fier à la science. Ouais, sauf que la science, elle a sorti 88 études que je vous mets, que vous pouvez télécharger, c'est des liens, hein, qui montrent que quand l'hydroxychloroquine est utilisée tôt, elle a 100% d'efficacité. Quand elle est utilisée tard, parce qu'évidemment il y a des études où on montre des utilisations tardives d'hydroxychloroquine, ça ne fonctionne que à 60%. Bien entendu, professeur Raoult, d'abord c'est pas un gourou, hein, il dirige une équipe de 482 personnes à l'IUHU de Méditerranée. Vous avez son site internet, il y a souvent ses collaborateurs qui parlent sur son site. Hein. Et franchement, les traités de gourous et de charlatans, bah, je ne sais pas. Quoi. Ils continuent à inviter ce genre de personnel. Donc vous avez des études, vous avez la majorité des scientifiques, des médecins dans le monde qui utilisent l'hydroxychloroquine, et l'autre ils disent qu'il faut se baser sur la science. Ensuite, ben, c'est simple. Hein. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Blachier? Je ne sais même pas où il travaille. Ici, vous avez les tableaux de l'IUHU Méditerranée. Donc, pour la période entre le 15 juin et le 31 août, vous voyez en bas à gauche, Méditerranée infection, 1628 patients traités à l'hydroxychloroquine, azithromycine, 1 mort. 1 mort. Vous avez dans le monde un petit rappel quand même, ça sert. Hein. Coronavirus, vous avez 23 millions de cas confirmés, nombre de décès 813 000. On l'a vu plusieurs fois dans mon émission. On y met tout, hein. On y met tout. Hein. Vous avez testé positif, vous êtes mort d'un accident de la route, c'est dedans. Vous êtes mort d'un cancer généralisé, mais vous aviez le Covid, c'est dedans. On rappelle que la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes, qu'en 2017, la grippe a tué 145 000 personnes, et qu'en 2017, les infections respiratoires basses ont tué 2,5 millions de personnes dans le monde, dans le silence assourdissant des médias. 2,5 millions de personnes en 2017, des infections respiratoires basses. D'accord? Donc l'IHU Méditerranée a traité 4030 patients depuis le début de l'épidémie, 18 sont morts, 0,45%. Pourquoi le journaliste ne demande pas à Martin Blachier ses résultats à lui, vu que lui, c'est la science, et que les autres, c'est des gourous et des charlatans. Ça veut dire qu'il a des résultats bien meilleurs, Martin Blachier, bien meilleurs. Hélas, je ne pense pas, sinon il les afficherait. Mais on continue à inviter ce genre de personnage. Quel personnage qui se réclame de la science met à mal 88 études sur l'hydroxychloroquine qui démontrent son efficacité. Hier, je vous ai montré dans mon émission les
les études qui montraient en plus l'efficacité de l'hydroxychloroquine pour les patients étant cancéreux et ayant le Covid. Je vous rappelle aussi qu'il y a une autre étude qui ne fait pas partie des 88 de l'IUHU qui montre que les anticorps antiphospholipides sont fréquents dans les infections à Covid-19, sont associés à la gravité et donnent des thromboses. Ça fait longtemps qu'on parle des thromboses dans mon émission, depuis ma fameuse émission du 11 avril, qui a été vue 1,5 million de fois et qui a été censurée. Le traitement du syndrome des antiphospholipides fréquents dans le lupus, vous savez ce que c'est? C'est l'hydroxychloroquine. Donc là aussi, l'étude, vous l'avez ici, dans le descriptif de l'émission. Et comme dit Didier Raoult, plus personne ne croit à la toxicité de l'hydroxychloroquine. Les études montrant son efficacité se multiplient. Pour les militants anti-hydroxychloroquine, une seule solution, kill the messenger. Et le site de la revue littéraire le plus complet, je vous le mets aussi. Kill the messenger. Voilà. Tuer le messager. Puisque ces gens qui viennent... c'est pour ça qu'ils font des fausses études. Parce que ces fausses études sont mises en lumière, hein, vous l'avez vu. Il y a une fausse étude qui paraît contre l'hydroxychloroquine. Elle fait la une de tous les journaux. Échec et mat à l'hydroxychloroquine, échec et mat à Didier Raoult. Combien de fois vous avez vu ce gros titre? Ensuite, elle est démontée. On démontre que c'est une arnaque. On démontre que c'est une étude frauduleuse. D'ailleurs, The Lancet a retiré son étude frauduleuse et aucune plainte n'est encore faite ni par les auteurs de cette étude ni contre le Lancet qui l'a publiée, parce que franchement, si les petits internautes que nous sommes avons démonté l'étude du Lancet, je pense que le Lancet aurait pu le faire lui-même, et que dire de notre haut comité scientifique, de nos savants qui savent tout et qui ne savent pas lire une étude. Il faut arrêter, à un moment il faut arrêter, il faut dire stop, il faut les dénoncer, mais il faut aussi que les journalistes commencent à arrêter d'inviter ces gens qui sont payés par Big Pharma, parce que ça va leur retomber sur la figure. Hein. Moi, personnellement, j'en suis convaincu, mais il est encore temps d'arrêter plutôt cette pandémie, hein, on va l'appeler maintenant pandémie, qui est dénoncée dans le monde entier, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Allez, pour terminer sur le sujet, un super témoignage que j'ai trouvé sur Twitter. Merci à l'ensemble du personnel de l'IUHU et au service du professeur Raoult Didier, qui ont pris en charge mon papa âgé de 85 ans, testé positif au Covid-19 la semaine dernière, et qui sort demain, après 2 jours de tests négatifs. Bravo et merci à toute l'équipe. Bah oui, les résultats de l'IUHU sont là, hein. Et ça, personne ne pourra les enlever, hein. Mais encore un vieux monsieur qui avait une croyance, hein, et donc il a vu le gourou, il a dit « Oh, je vais guérir ». Pour rassurer un petit peu les hypochondriaques, hein, le nombre de décès dus au Covid en France, incluant les hospitalisations et décès en EHPA et autres EMS, vous voyez que c'est assez terrible. La courbe, vous êtes rassurés, hein, vous arrêtez, parce que là, quand je vois, je sais pas moi, des gens aller se faire tester alors qu'ils n'ont rien. D'ailleurs, je me demande hein, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour... moi, je veux rien savoir. Vous pouvez m'écrire de façon anonyme. Vous dites, voilà... j'avais aucun symptôme, j'ai été me faire tester. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, et d'autres, hein, ne pouvons pas comprendre. Ne pouvons pas comprendre. Ce serait bien que quelqu'un me l'explique. Pendant ce temps-là, je vous laisse un article extraordinaire de Covid-19. J'estime que 80% des diagnostics de Covid sont faux, surtout sur les causes de décès. La lettre d'un médecin pneumologue à bout de nerfs. À bout de nerfs. Il faut lire l'article, il faut le partager. Les médecins, tout ça, ils sortent du bois. Ça fait écho hein, à l'article que je vous parle maintenant depuis 3 jours. Jusqu'à 90% des personnes testées positives pour être porteuses d'une quantité insignifiante du virus, selon un article du New York Times. Hein. Donc soyez cool, vous pouvez être positif et tout va bien, parce qu'en fait, on va parler des tests, Au rythme actuel, avec nos tests RT-PCR, nous allons confiner des dizaines de milliers de gens pour rien, alerte le docteur Yvon Le Floïc. Donc qu'est-ce qu'il nous explique? Parce que l'article il est vraiment très long, je ne vais pas tout vous lire, hein. Mais en fait il dit que le test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est le principal, sinon le seul de nos tests dont nous disposons. C'est lui qui façonne notre vision de l'épidémie. Mais comme tout test médical, il a ses caractéristiques et ses limites, notamment en termes de sensibilité, de spécificité qui doivent déterminer son usage. Il n'est pas question de remettre en question la puissance de la technique, blablabla. Ce qui fait que les tests RT-PCR pratiqués actuellement en France sont de mauvais tests de contagiosité.
Or, c'est sur eux que l'on se base. Je vous rappelle aussi que Didier Raoult avait dit que les gens venaient à Marseille parce qu'ils étaient positifs, ils n'y croyaient pas trop, et ils trouvaient quand même de 30 à 40% de tests qui étaient positifs, faux, qui étaient chez lui négatifs. Hein. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces tests une bonne fois pour toutes? En quoi les tests RT-PCR sont-ils de mauvais tests de contagiosité? Et donc là, il explique, c'est un petit peu technique, mais je vous laisse le lire, l'article, je vous ai dit, il est long. Hein. Il parle aussi d'une question de timing, il dit que la cinétique de l'expression du virus n'est effectivement pas bien prise en compte, la quantité de virus excrété par une personne infectée part de 0, augmente, atteint un pic, puis redescend progressivement avec parfois des oscillations autour du niveau bas. La pertinence d'un test dépend donc du moment auquel il est réalisé. S'il est trop proche de la date de contamination, la quantité de virus sera trop faible pour être détectée. Le test sera négatif, ça c'est les faux négatifs, alors que quelques jours plus tard, la personne excrétera plus de virus et sera contagieuse. C'est pour cela que l'on préconise généralement pour les cas contacts un test de 7 jours après la contamination potentielle. D'autre part, on estime aujourd'hui que la plupart des contaminations interviennent entre 2 jours avant l'apparition des symptômes et 7 jours après, hors cas sévère bien sûr. Hein. Environ 50% des contagions auraient lieu avant le début des symptômes. Cette cinétique est à mettre en relation avec la politique actuelle envers les clusters, le temps de constater les symptômes, d'enregistrer au moins 3 cas positifs, de retracer leurs contacts, de les faire tester et d'obtenir des résultats. On va probablement finir par mettre en quatorzaine des personnes au moment où ils ne sont plus ou presque contagieux. C'est à la fois peu efficace pour éteindre les clusters et inutilement pénalisant pour la société. Je ne sais pas quand on va comprendre ça, pourtant je pense que un gamin de 15 ans peut le comprendre. Hein. Et ensuite, mais il va falloir qu'on m'explique, parce que moi je pose la question, je reviens une réponse. Faites comme si j'étais un idiot du village. Pourquoi des tests nasopharyngés quoi? Pourquoi on va mettre un truc de 15 cm qui s'enfonce là jusqu'au cerveau? Alors que lui dit que les études s'accumulent pour montrer que le RT-PCR pratiqué sur des prélèvements salivaires donne des tests presque aussi performants qu'avec des prélèvements nasopharyngés. De plus, on nous fait mettre des masques parce que, soi-disant, on postillonne. Bah donc, prenez notre salive. Arrêtez d'aller fouiller au fin fond de notre cerveau, quoi. Hein. Passer au salivaire facilite énormément le déploiement de tests. Pas besoin d'un technicien en tenue de cosmonaute pour faire un prélèvement. On pourrait le faire chez soi, donc bien plus rapidement et de façon répétée. Deuxièmement, il serait intéressant d'utiliser une méthode bien connue appelée le pooling. On mélange les échantillons d'un groupe de personnes et on teste le tout, ce qui permet de dire soit tout le monde est négatif, soit il y a au moins une personne positive dans le lot. C'est moins précis que les tests individuels, évidemment, mais l'intérêt est notamment de pouvoir sécuriser, blablabla. Donc on voit qu'il y a plein de solutions et on n'y va pas, Voilà, on revient à l'analyse publiée par le New York Times qui estime que sur les ensembles des cas testés positifs et donc placés en isolement, cet été sur la côte est des États-Unis, 90% n'étaient pas contagieux. Martin Blachier, t'aimes bien les études? C'est une étude de Harvard Medical School. Voilà. Il faut arrêter, même. Il faut arrêter. Soit on nous mène en bateau, quoi. On nous mène en bateau. Faut en être conscient. Les journalistes, faut en être conscient. Faut vous réveiller, les gars. Hein. Faut vraiment vous réveiller. Parce qu'ils attendent le vaccin. Sauf que, maintenant, même les grands... Ah, je vais vous mettre quelqu'un qui est pro-vaccin. Comme ça, vous voyez, quelqu'un qui est pro-vaccin. C'est la virologue Maria Rita Gismondo, dont je vous ai souvent parlé, parce que moi je laisse la parole aussi hein, aux pro-vaccins, qui est donc directrice du laboratoire de microbiologie clinique de virologie à l'hôpital d'un hôpital de Milan. Elle ne pense pas qu'il peut y avoir un vaccin sûr, d'ici la fin de l'année. Qu'il y a un risque certain à la course au vaccin, c'est celui de sauter les énormes phases d'expérimentation. Elle dit le vaccin, c'est quelque chose d'important à réaliser, mais une chose sérieuse, on ne peut pas sauter toutes les phases expérimentales. On ne peut pas se le permettre. Il doit être efficace, mais aussi surtout sûr. Voilà, une Provax. Merci. Ça fait du bien. Donc n'attendez pas le vaccin, vous pouvez arrêter la pandémie. Hein. Je pense que personne ne l'acceptera ce vaccin. Donc après, vous pouvez le rendre obligatoire. Oui, bah, vous pouvez en faire des choses. Hein. Vous pouvez aussi tous nous mettre en prison, c'est pas un souci. Hein. Allez, maintenant on va parler d'un sujet qui fâche, les masques et les écoliers, parce que moi, personnellement, vous êtes beaucoup à témoigner hein, depuis la rentrée scolaire. Moi, quand je vois ça, je sais pas,
Donc ça, c'est sur le site Facebook Vécu, je vous en ai déjà parlé, des gendarmes armés devant les écoles et dans les bus scolaires. Il y a plein de photos sur le site Vécu. Voilà. Franchement, les gendarmes, là, vous avez signé pour ça? Vous avez signé pour ça? Ah, mais vous arrivez encore à vous raser le matin dans une glace? Franchement, des militaires armés à surveiller des gosses, en armes. Vous avez besoin des armes? Non mais c'est quoi? C'est pour faire peur aux gosses? Mais comment l'éducation nationale, comment les profs, les directeurs d'école peuvent accepter ce genre de choses? Les syndicats, là, gauchistes, toujours prêts à tout, dès qu'il y en a un qui s'est cassé un ongle, là, vous dites rien, on vous entend plus, là. Ah bah tiens, on va en profiter pour lire un courrier d'un prof qui s'adresse à son syndicat. Je suis professeur des écoles, j'ai fait un test auprès des syndicats. Je leur ai envoyé ce mail. Bonjour, je souhaiterais savoir quelles sanctions s'expose un enseignant qui refuse de porter un masque à l'école. Et voici la réponse. Bonjour Cédric, au niveau réglementaire, le port du masque est obligatoire sur le lieu de travail. Le protocole sanitaire pour les écoles le précise bien. Un enseignant qui refuserait de le porter s'expose donc à des sanctions comme toute personne salariée vis-à-vis de son employeur. Il n'y a pour l'instant pas de protocole de sanctions particulier. Cela rentre dans la ligne classique des sanctions possibles pour les fonctionnaires. Ensuite, ne pas mettre un masque ne protège pas les personnes qui sont autour. Cela augmente la possibilité de transmission, surtout si la personne refusant de porter le masque est positive. De plus, l'État ne couvrira pas son agent, blabla. Par contre, si le port du masque cause un problème, tu peux aller chez ton médecin, blabla, bien sûr. D'ailleurs, il répond, il m'écrit, Cédric, je m'en doutais un peu, mais maintenant j'en ai la preuve, ces syndicats sont lâches, ignorants et soumis, ils ne défendent pas le personnel, on remarquera même qu'ils se permettent de glisser le petit couplet, porte le masque pour protéger les autres. Par ailleurs, j'ai fait une journée de pré-rentrée vendredi dernier avec mes 12 collègues, nous sommes dans une grande école, j'ai été choqué et stupéfait de les voir souriants, comme si de rien n'était, pour eux, zéro problème, enseigner avec un masque, mentir aux enfants, leur proposer un cadre de travail anxiogène, être convaincu d'être informé et intelligent parce qu'on lit Le Monde, tout va bien. Et il faut leur dire, hein, Cédric, que le monde est financé par Bill Gates, hein, et que le monde, il ferait mieux d'économiser l'argent et de pas le lire. Hein. Il y a même mes collègues de CP qui ont sauté de joie parce qu'elles auraient peut-être des masques transparents afin que les petits voient leur visage pour l'apprentissage phonologique. Que je suis enseignant depuis 15 ans, je me suis toujours senti comme un ovni. Non, l'enseignement national, j'ai craqué et à 15h, je suis parti de l'école les larmes aux yeux, j'ai longuement pleuré dans ma voiture sur le parking de l'école. Ce sont ces personnes qui sont censées éduquer à l'esprit critique, former des individus libres. L'école est une fabrique à crétins digitaux, ment aux enfants, pratique le viol de l'esprit et forme les moutons de demain. J'en suis malade, mais j'aime trop mon travail que je pratique à ma façon. Un collègue m'a dit un jour, un fonctionnaire est là pour fonctionner. Tout est dit concernant la plupart des enseignants. On va y arriver. PS, je ne me relis pas. Il fallait que je crache ce mail. T'inquiète pas, Cédric. Merci, courage, on continue. J'ai d'autres témoignages. Voilà, un directeur d'école, ce qu'il écrit à l'ensemble des parents. Nous sommes inquiets face au comportement des élèves qui sortent devant le lycée à l'occasion des pauses. Ils retirent leur masque, s'embrassent, se serrent les mains. Cette insouciance qui caractérise l'adolescence risque de favoriser la propagation de la maladie. Je ne leur souhaite pas de tomber malade, blabla. J'ai pas envie de fermer une classe, l'internat. Je sais que vous ne le souhaitez pas non plus. Nous allons faire un rappel, exclure les élèves. Les collabos, quoi. Les collabos. Avec la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'était le pays qui a donné le plus de juifs aux nazis. Hein. Un vrai pays de collabos, il faut le savoir. Hein. Bonjour madame, je fais suite à votre dernier mail. Des aérosols sont produits par l'expiration de la bouche ou du nez. C'est pourquoi le port du masque est obligatoire aussi au niveau du nez. J'entends parfaitement votre point de vue, je ne le partage pas, mais je respecte les idées de chacun. Ça, c'est aussi en réponse à quelqu'un un parent d'élève qui écrivait au proviseur. Elle dit quoi, l'autre? Elle dit que les aérosols sont produits par l'expiration de la bouche au nez. C'est pour ça que le port du masque est expiratoire. Donc, elle a fait des études, elle est proviseur, et elle pense que le virus, il va pas sortir du masque. Donc, l'air ne sort pas du masque, hein, parce que le virus, il fait 0,1 micron. Hein. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Il faut arrêter cette aberration de penser que c'est parce que on a un masque que ça protège du virus. Hein. Donc, si elle a du virus, elle le met dans la salle aussi bien, mais on verra un petit peu plus loin les masques. Hein. Vous avez aussi des vidéos qui sont sur cette chaîne. 2 ados exclus du collège suite au port du masque sous le nez. Franchement, c'est débile. Ils peuvent même plus respirer, quoi. Ils peuvent plus respirer. Là, ça devient extrêmement dur. Et vous mettez aussi beaucoup de témoignages sous les vidéos. Ça, c'était la vidéo d'hier. Vous lisez en plus énormément ces témoignages, puisqu'il y a plus de 1400 pouces levés, 263 réponses. Je suis maman de 3 garçons, 9 ans, 7 ans et 5 ans. Ce matin, je les amène à l'école. Et 2 gendarmes étaient là, quoi. 2 gendarmes étaient là. Donc, je vous laisse les lire. Je les ai épinglés. Ça, c'était avant-hier. Témoignage d'un prof au collège. Ce matin, j'ai accueilli mes élèves de 4e, dont je suis le professeur principal, pour
l'année à venir. J'ai reconnu leur frimousse, j'ai croisé leur regard, imaginé leur sourire. Je leur ai parlé longuement, information, livre, emploi du temps, c'est difficile, il faut parler plus fort, surarticuler, l'air manque, il faut parfois élever la voix pour réclamer le silence, mais je m'adapte, je garde mon sourire, peut-être devine-t-il, je dédramatise, j'essaie en tout cas, ils devront garder le masque pendant les récréations, pendant les clubs, même pendant la chorale, véridique, ils ne pourront pas manger avec leurs amis des autres classes, certains ont les larmes aux yeux, ça me fait mal, les élèves posent des questions, beaucoup, ils ont du mal à se faire comprendre, leur petite voix ne passe pas la barrière du masque, je n'ose pas leur faire répéter, c'est fatigant pour eux, je fais des efforts pour comprendre, les plus timides se font oublier, c'est la fin de matinée, il commence à faire vraiment chaud, certains tentent d'écarter leur masque pour respirer, je leur regarde, je ne leur dis rien. Ils le remettent docilement, j'ai le droit de les sanctionner, j'ai le devoir de le faire, pathétique. J'ai envie d'enlever cette merde qui colle à mon visage, mais plus encore, j'ai envie de leur enlever à eux, innocents, qui n'ont rien demandé. C'était la rentrée des classes, je les ai eus pendant 2 heures. À partir de jeudi, ce sont des journées de 8 heures de cours qui vont s'enchaîner. Quand allons-nous réaliser l'horreur que nous sommes en train de leur infliger? Une question sans réponse, pourquoi? Honteux, inadmissible, quand je lis ça, j'en ai les larmes aux yeux. Dictature horrible pour nos enfants, le 12 septembre, tous ensemble, tous unis, faisons tomber Macron sous gouvernement de criminels. C'est très dur à lire, ce témoignage. Franchement, c'est très très dur. Nous sommes le 4-9, je suis abonné à votre chaîne YouTube, je viens de visionner votre vidéo. Hier, j'ai été consulter mon médecin traitant pour qu'il me fasse une attestation médicale pour le port du masque, car depuis que le masque est obligatoire, sur ma peau est apparu au niveau nasal et autour des lèvres et même dans mes narines des boutons. Le diagnostic du médecin, impétigo, médicament prescrit, juste une pommade. Je lui ai dit que je ne peux pas porter un masque sur une pommade, mais rien à faire, l'ordre des médecins leur a interdit de faire des attestations. Voilà, les médecins ont plus peur de l'ordre des médecins que du Covid-19. Non mais attendez, les médecins, vous avez fait un serment d'Hippocrate, c'est pas pour répondre aux ordres des médecins. Donc ça, si vous avez des témoignages comme ça, disons, on va apporter plainte aussi en justice. Parce qu'il ne faut pas croire que l'ordre des médecins est le bon Dieu sur Terre. Ils n'ont pas à faire ça. C'est stipulé dans la loi, si vous avez des contre-indications médicales, le masque n'est pas obligatoire. Si le médecin ne veut pas vous faire une attestation pour non-port du masque, faut le dénoncer. Dénoncez-le, dénoncez-le. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez en justice. Encore aujourd'hui, une victoire à Lyon. La justice a révoqué le port du masque obligatoire en extérieur à Lyon et sur Villeurbanne. Donc arrêtez d'avoir peur, ne croyez pas que le médecin c'est un omniscient. S'il refuse ça, il doit aller en justice. Il doit aller en justice, ok? Il faut maintenant arrêter. Il faut que la peur, elle change de camp complètement là. Allons en justice. Et donc parlons des masques. Regardez, allez, lorsque les chirurgiens lors des opérations ne portent pas de masque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est dans les salles de chirurgie. Ayant fait des études de médecine, j'ai été choqué lorsque j'ai lu le livre de Neil Hoare, publié en 1981 dans les Annales du Collège Royal des chirurgiens d'Angleterre. Le docteur Hoare était chirurgien à l'unité chirurgicale de Several Halls, et pendant 6 mois, de mars à août 80, les chirurgiens et le personnel de cette unité ont décidé de voir ce qui se passerait s'ils ne portaient pas de masque pendant les opérations. Ils ne portaient aucun masque pendant 6 mois et ont comparé le taux d'infection des plaies chirurgicales de mars à août 80 au taux d'infection des plaies de mars à août des 4 années précédentes. Et ils ont découvert que lorsque personne ne portait de masque pendant les opérations, le taux d'infection des plaies était inférieur de moitié à celui qu'il était lorsque tout le monde portait un masque. Leur conclusion, il semblerait qu'une contamination minimale puisse être obtenue au mieux en ne portant pas de masque du tout. Je vous laisse lire tout l'article, il est assez complet, vous pouvez tout retrouver. Je vous lis encore un extrait. Laslett et Sabine, en 1989, ont découvert que les capuchons et les masques ne sont pas nécessaires lors du cathétérisme cardiaque. Aucune infection n'a été trouvée chez aucun patient qu'un capuchon ou un masque ait été utilisé. D'autres chercheurs sont arrivés à la même conclusion en 2002. Dans l'étude de Tunval en 1991, une équipe de chirurgie générale n'a porté aucun masque pendant 2 ans. Dans la moitié de ces opérations, après 1537 opérations réalisées avec des masques, le taux d'infection des plaies était de 4,7%. Tandis qu'après 1551 opérations réalisées sans masque, le taux d'infection des plaies n'était que de 3,5%. Une étude réalisée par Skinner et Sutton en 2001 a conclu que les preuves en faveur de l'arrêt de l'utilisation des masques chirurgicaux semblent plus solides que les preuves disponibles pour soutenir leur utilisation continue. Voilà, là je m'aventure dans des études qui se vont plus loin que le port du masque par quelqu'un à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la science a dit que le masque c'était bien. Et donc tout le monde se tait. Le vaccin c'est bien. Tout le monde se tait. Ça c'est bien. Tout le monde se tait. Fais ci, paye tes impôts. Là tout le monde se tait. Voilà. Vous pouvez le lire. Je laisse à votre disposition. Pendant ce temps-là, en Russie, la rentrée s'est faite sans masque. On prend la température des gosses.
Là aussi, pour la prise de température, vous pouvez la prendre au poignet, hein, vous pouvez la prendre sur la main. C'est pas utile de viser le front des gosses avec votre pistolet, là, hein. C'est complètement inutile. Donc voilà, ils ont été contents, ils ont chacun eu leur petit ballon, il y a pas, ils sont mignons, ils sont tout choux. Des médecins qui se rebellent à Saint-Martin, fermeture des frontières. Donc 15 médecins de la partie française de l'île dénoncent la fermeture de la frontière avec Saint-Martin et ils considèrent que cette décision n'a rien à voir avec des mesures médicales utiles dans l'état actuel de la pandémie. Oui, mais c'est pas une pandémie, c'est une plandémie, les enfants, hein. Bon, et voilà, j'ai encore été bavard ce soir, hein. Je vous ai dit, je peux vous faire des émissions de 6 heures même sans aucune préparation, mais bon... J'ai des abonnés en or qui m'aident beaucoup. Je dois vous dire, je vous avais parlé de Marie-Sophie Lelouch, hein, l'autre jour dans mon émission. Ben voilà, j'ai une information. Le site internet de Marie-Sophie Lelouch a été hacké juste après sa vidéo, celle que je t'ai envoyée. Incroyable, hein. Donc voilà, ça c'est la méthode des fake med et tout ça, de hacker et compagnie, hein. Mais on y reviendra, parce que je vais bientôt porter plainte aussi en justice contre eux. Vous allez voir, ça va être assez drôle, hein. Et puis la censure continue, regardez ça. J'ai un ami, Jean-Philippe, qui publie dans son groupe Facebook l'article de François sur Berlin, l'énorme fou, le discours historique de Robert Kennedy, et on lui dit que c'est une fausse information. Voilà. Faut bien être conscient de ça, hein. Faut bien être conscient de ça. Tout est vrai, hein, dans cette affaire, hein. C'était à Berlin, il y avait du monde, il y avait une énorme foule, il y avait le discours historique de Robert Kennedy, tout est vrai. Eux, ils disent que c'est une fausse information. Vous vous rendez compte? Et donc, ils menacent de fermer son groupe s'il continue à divulguer des fausses informations. Il faut bien être conscient que la censure, elle est là. On n'est pas très loin de la dictature. Tout peut basculer. Les forces en présence sont, pour l'instant, comme ça, parce que nous, on monte et eux descendent. Mais il ne faut pas lâcher, hein. Il ne faut vraiment pas lâcher. Hein. Allez, je vous laisse avec un reportage qui est passé sur M6. Eh oui, je ne savais pas, hein, que ça existe encore, cette chaîne. Un abonné m'a envoyé une vidéo. Vous êtes super, je vous aime. Allez, à bientôt, bye bye. Les études sont encore rares, mais l'une d'entre elles, américaine, réalisée en juin 2020 sur du personnel de santé, corrobore les désagréments précédemment mentionnés. Après plus d'une heure de port de masque, notre production de dioxyde de carbone augmenterait, générant notamment maux de tête, accélération de la fréquence respiratoire et apparition de troubles cognitifs, comme une légère baisse de l'acuité visuelle.